Bonjour tout le monde. Salut Julien Garon-Carrier. Bonjour, merci de me Merci d'être recevoir. avec. Ça fait plaisir. C'est une excellente idée que tu as eue de me relancer pour qu'on fasse une chronique d'actualité. On en avait fait une l'autre fois sur les lois qui sont liberticides, les lois libérales. Les 2 et 8 Et et 9. exactement, qui faisait pas mal jaser, surtout dans les médias alternatifs. On peut pas dire qu'on en jasait tant que ça dans les médias de masse. Tout à Mais fait. aujourd'hui, on va se permettre de dresser un bilan d'actualité que tu as déniché, beaucoup en lien avec l'actualité américaine et qui impacte notre vie canadienne ici, notre politique ici. Complètement. Ben oui. Avant, là, parce que bon, c'est pas la première fois que je te parle, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Prends donc un petit 30 secondes pour nous dire qui es-tu, toi, Julien? Tout à fait. Ben, en fait, Julien Garon-Carrier, c'est un journaliste de formation qui a œuvré dans les médias traditionnels pendant un certain temps avant de frapper le mur de la désillusion, je dirais. J'ai participé à la fondation de Libre Média. Bref, ça n'a pas marché. Maintenant, je suis à mon compte. Média s'appelle Indocile Média. Donc, vous pouvez me suivre sur X. J'ai aussi un compte Telegram et sur Facebook. Ça, c'est assez nouveau. Là. J'essayais surtout par l'entremise de X, étant donné que je la considérais cette plateforme comme étant prometteuse pour la liberté d'expression. Néanmoins, il y a une certaine forme de censure avec la manipulation de l'algorithme. Donc, c'est Effectivement. pourquoi j'ai essayé de diversifier toutes mes plateformes. Indocile Média sur Telegram, sur X et sur Facebook. Donc, sur C'est Telegram, vraiment c'est arrobas Indocile M. un contenu que j'apprécie beaucoup parce que justement, c'est un autre son de cloche de ce qu'on est habitué de lire, mais avec la même rigueur journalistique qu'on attendrait d'un média traditionnel, même si on s'entend qu'on a tous été désabusés là-dessus. Ah oui. Alors, je trouve ça super le fun que tu aies parti ce média-là. Puis aujourd'hui, ben, on va parler de 5 articles que tu as écrits dernièrement. Tous des sujets que tu as traités, donc les gens pourront aussi aller compléter. Bon, on va en parler quand même pas mal Tout à en fait. Sur le profondeur, mais ils site peuvent. web, s'ils veulent les lire, là, C'est c'est ça. complètement gratuit pour tout le monde. Donc, OK, mais tu as une profitez-en de formule les faire. d'abonnement. Comment ça l'abonnement, c'est juste pour soutenir ton média? Est-ce que ça donne C'est accès à ça. un contenu C'est exclusif ça. aussi? Non, non. En fait, tous les articles sont gratuits. Si vous voulez prendre un abonnement, c'est pour me soutenir financièrement pour que je puisse perpétuer ma mission. Mmh. Mais je vends de la publicité, c'est surtout comme ça que j'arrive à survivre. Mais tous mes articles sont gratuits justement parce que c'est un travail de réinformation que je considère qui est nécessaire dans l'écosystème médiatique actuel. Oui, particulièrement au Québec, là où les gens parlent pas anglais. Alors de là, l'importance de faire de la nouvelle en français de qualité. Je vais faire un survol des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. La table est bien remplie. On va parler d'un projet de loi américain, pour, les juges démocrates soft on crime. Donc, Trump s'en prend à ces juges-là qu'on pourrait finalement poursuivre en justice pour avoir libéré des criminels qui étaient récidivistes ou plurirécidivistes. On en reparle Mhm. tantôt. On a aussi Haïti qui perd son statut de protection temporaire aux États-Unis. Ça pourrait amener une vague migratoire massive au Québec et au Canada. De surcroît, ben, on s'entend que le Québec l'a connu en 2023 et ça pourrait être catastrophique pour reprendre les termes que tu me disais quand tu m'en parlais. On Ah va oui. parler de ça. Donc, deux situations là, de politique américaine qui ont un impact direct sur nos vies à nous. Et ensuite, on va parler d'un projet de loi qui s'appelle C3, projet de loi En libéral. fait, la loi a été adoptée Non, le elle a été 20 adoptée. novembre dernier, donc c'est une loi, c'est la loi Elle est qui a adoptée, je pensais que refondu, c'était un projet. Bon, ça va pas du tout. la notion de la citoyenneté. Donc, c'est fait. Maintenant, être Ouais. Canadien ne veut plus rien dire. À peu près n'importe qui peut devenir Canadien en tapant des doigts. Donc, on va parler de ça, cette espèce de projet globaliste de Carney, qui est vitesse grand V depuis qu'il est au pouvoir. Ensuite, on Mhm. va parler d'une autre situation dont on a très peu entendu parler. En Colombie-Britannique, une boîte de Pandore qui vient d'être ouverte où des terres ancestrales autochtones ont été reconnues prioritaires sur des propriétés privées. Donc là, c'est comme le début de la fin. Ça va être l'hécatombe dans pas long. Si ça fait jurisprudence, ça va être excessivement dangereux Le Canada au complet. pour l'ensemble des territoires canadiens sur lesquels il pourrait y avoir des revendications autochtones, en fait. Puis Dieu sait que ça c'est pas une situation qui est improbable et on va parler de l'impression, du dollar. Donc on a remis les presses, en marche. On imprime des dollars canadiens, donc on s'attend à ce qu'il y ait une belle inflation qui suive. Pas Donc on encore, va mais bientôt.
Ouais, on l'attend. On achète de l'or, puis on achète du bitcoin. On va en reparler tantôt. Alors, ben, rentrons tout d'abord dans ce projet de loi américaine qui est, pour les juges soft on crime. Peux-tu nous parler un peu de cette situation-là? C'est quoi ça, les juges soft on crime? Était-ce vraiment un problème aux États-Unis? Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est le Congrès américain qui a introduit un projet de loi en date du 30 septembre dernier pour permettre aux individus qui auraient été victimes de crimes ou qui auraient subi un préjudice de la part de criminels de pouvoir poursuivre les juges qui auraient été soft on crime. Ça veut dire qu'ils auraient en fait fait preuve d'un mépris intentionnel de la sécurité publique ou d'une négligence grave, soit en ne condamnant pas un criminel à une peine qui est raisonnable, c'est-à-dire à sa juste valeur. Par exemple, quelqu'un commet un homicide involontaire, puis on lui donne 2 ans, moins un jour. On s'entend que ce n'est pas une peine qui est appropriée, donc la personne serait remise en liberté rapidement. Et aussi pour les remises en liberté sous bail. Voyons comment ça serait quoi ça? Je sais plus Pas c'est sous quoi, Béa. probation, là, mais sous remise en liberté sous caution. Caution. Donc, disons, quelqu'un commet un crime grave et il est remis en liberté sous caution la journée même. Donc là, si ces personnes-là se retrouvent en liberté et qu'elles recommettent un crime, alors qu'elles sont en liberté et que cette personne-là qui a subi un crime n'a pas été assassinée et qui est capable de prouver qu'elle a subi un préjudice grave du fait que cette personne-là qui a commis un crime est en liberté, ben, la personne qui est victime du crime va pouvoir poursuivre le juge qui a remis en liberté le criminel qui a commis un crime grave. Donc, pour l'instant, ce projet de loi-là a juste été introduit au Congrès. Il ne chemine pas beaucoup. Ce qui peut vouloir dire qu'il va tomber à l'eau, il va rester mort au feuilleton. Il reste néanmoins que cette volonté-là des républicains de mettre fin aux juges soft on crime, c'est pour mettre fin aussi à l'activisme judiciaire des juges démocrates. Tu sais, il ne faudrait pas se mentir, là, tout le courant woke a aussi été introduit dans le monde de la justice à un point tel où on donne des peines euh, en fonction de la couleur de la peau, en fait. On donne Hmm. des peines qui vont varier en fonction de la couleur de la peau. Donc, C'est drôle parce qu'on luttait contre le racisme. On dit Black Lives Matter, on dit qu'il faut mhm. comme vraiment. Et c'est tellement contradictoire parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que maintenant, la couleur de la peau n'a jamais été aussi importante. Ben, c'est ça, tu sais, c'est qu'en fait, on assiste à une forme de racisme inversé Mhm. par rapport au racisme tel qu'on le connaissait auparavant. Maintenant, c'est une discrimination envers les hommes blancs C'est ça. ou les blancs en général. Et là, on peut penser au fameux cas de Irina C'est ça. Zaroska. Zaroutka, c'est ça, l'Ukrainienne qui a Irina été Zaruska, assassinée c'est dans ça. un autobus, en tout cas les transports en commun. Tout à fait, c'est ça. À Charlotte, en Caroline du Nord, où son agresseur de Carlos Brown Jr. Avait lui-même été arrêté auparavant 14 fois, Quand notamment même, pour hein. des crimes violents. Donc, à un moment donné, une Qui a personne été qui remis est... constamment en liberté, quand même 14 fois. Mais il a fait aussi 6 ans de prison, ce gars-là. Là, tu sais. C'est un criminel violent. Donc, Mhm. probablement qu'il souffrait de maladie mentale, on ne sait pas, là, mais tu sais, il se parlait tout J'imagine. seul, puis tout. J'ai vu j'ai vu les On a vu les enregistrements dans images, l'autobus, ouais, là, tu c'est sais, troublant. il y avait pas de l'air tout présent d'esprit, là, tu sais, ce Mhm. type-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est que si les gens sont trop dangereux pour être en liberté dans la société, c'est beau, là, le progressisme en général, de vouloir donner une chance aux communautés qui ont subi des préjudices ethniques à travers l'histoire. Mais une personne dangereuse pour la société, c'est une personne dangereuse pour la société. Puis si elle commet des crimes violents, ben, à un moment donné, il faut la garder en dedans pour Ouais, arrêter, pour faire en sorte qu'elle arrête de nuire à la exact. société. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'une personne qui a été euh, arrêtée, condamnée à maintes et maintes reprises, se retrouve encore en liberté, commet l'irréparable, commet un meurtre complètement gratuit. Complètement Et gratuit parce que cette fille-là était juste assise là, puis elle s'est faite tuer. c'est Elle n'a ça, rien fait de c'est mal, elle ça. l'a pas provoqué, il n'y avait pas d'échange entre les deux. C'était vraiment totalement Tout à gratuit. fait. Donc, moi, je pense que les républicains au Congrès veulent envoyer un message avec ça. Peut-être que c'est une sorte d'intimidation politique envers les juges. Mhm. Mais quoi qu'il en soit, on peut aussi faire un lien avec ce qu'on vit au Canada. Et toute la décennie libérale
a été marqué aussi par des politiques soft on crime, notamment en 2020-2021, début des années 2020, où le code criminel a été réformé, notamment pour la refonte de la remise en liberté sous caution et aussi la suppression des peines minimales obligatoires pour certains crimes. Donc, on a des gens qui, auparavant, s'ils commettaient tel ou tel type de crime, devaient nécessairement purger une peine minimale. Maintenant, ces peines-là ont sauté, donc c'est à la discrétion du juge et il peut donner pour des crimes qui peuvent nous sembler graves, qui peuvent être c'est pas moi, important, il peut donner des peines complètement ridicules, travaux communautaires, emprisonnement Mmh. à la maison, etc. Ou encore des peines, ou je veux dire des libertés, remises en liberté sous caution, où ce qu'on voit en fait, c'est des gens qui commettent des crimes excessivement graves. Tu sais, puis j'avais fait une recension pour montrer à quel point, à travers les années, là, tu sais, durant toute la décennie libérale, pour montrer à quel point ça avait été exagéré, là, cette réforme-là du code criminel. Et je Tu as me été souviens, faire un recensement des crimes qui ont été, ça ben, tu faisait sais, quoi? j'en ai sorti 10, là, il y en a OK, OK. tellement, là, tu sais, j'en ai sorti 10, là, j'ai fait un article avec ça cet été. Il y a des affaires absolument hallucinantes, là, tu sais, par exemple, un gang criminel de Pakistanais qui est arrêté à la frontière en Ontario avec des kilos de cocaïne de l'ordre d'une valeur de 50 millions de dollars. 7 personnes arrêtées et dans les jours qui suivent, tous remis en liberté sous caution. Non. On parle de crimes transnational, on parle de cartel de la drogue. Tu sais, as-tu déjà vu quelqu'un se trimballer avec 50 millions de dollars de Mmh. cocaïne? C'est phénoménal. Ce sont de Wow! grands Est-ce criminels. que donc parce que c'était des Pakistanais, on fait comme on veut pas avoir l'air J'en raciste, donc j'en ai aucune idée. En fait, ouais. ben, tu sais, je veux dire, avec la réforme du code criminel, que tu sois blanc ou pakistanais ou whatever, tu sais, maintenant, c'est la politique soft on crime, tu Donc sais, on met fait plus que personne en dedans? C'est quoi un peu le ben, en tout cas, pour, les remises en liberté sous caution, c'est assez inquiétant. il C'est y en a assez plus qu'il inquiétant. y en avait, c'est ça? Ce qu'on fait, si on garde pas tu sais, si on garde pas du monde qui trimballe 50 millions de dollars de cocaïne, si on les garde pas en détention préventive pour pas que ces personnes-là quittent le pays ou, qu'elles disparaissent littéralement, du radar, mais qu'elles puissent être jugées, tu sais, je veux dire, si ces gens-là, tu sais, ne sont même pas conservés en dedans, ben là, c'est quoi pour les crimes qui sont moins importants que ce trafic-là de cocaïne qui, à mon sens, est peut-être un des plus grands crimes avec le meurtre, là, tu sais, où, tu Ouais. sais, je veux dire, c'est beaucoup de cocaïne, c'est beaucoup d'argent, là, tu sais. Oui, Fait que effectivement. c'est capoté, là, tu sais, je veux Mais dire, juste pour tu bien peux pas. comprendre, c'est ce genre de politique-là, est-ce qu'elles sont particulièrement soft parce qu'on bon, on va dire molles, là, pour le dire en français, sur Mhm. les gens, les criminels qui sont racisés? Ou est-ce que c'est juste généralisé qu'on a vraiment assoupli nos politiques, puis on met de moins en moins de monde en prison, puis de plus en plus de gens qui sont libérés sous caution? Ben, écoute, moi, je pense que c'est généralisé, mais en plus, ce qu'on a vu cette année, c'est des peines adaptées en fonction de la couleur de la peau aussi au Québec. OK. Notamment, il y avait une histoire qui est parue dans la presse là, d'un type, un noir, là, qui faisait du commerce, de la petite drogue, là, je pense que c'était du hashish. Puis il y avait eu un rapport présententiel comme quoi qu'on disait, ben là, tu sais, ses ancêtres à l'île du Prince-Édouard avaient subi des Mon discriminations Dieu. raciales, puis que ça avait pu avoir un impact sur lui, donc on va lui attribuer une peine adaptée Oh wow! en Donc on fonction a vraiment de joué la carte du fait de son s origine ethnique. Là. son origine ethnique. Ça s'ajoute en plus, c'est-à-dire que c'est une construction avec plusieurs couches. Là, on a la couche soft on crime, mais on a aussi la couche woke. C'est littéralement Le militantisme des juges, c'est dans le système. littéralement, en fait, un système judiciaire woke. Si tu adaptes les peines en fonction de la couleur de la peau des gens ou en fonction de leur origine ethnique, on n'a pas fini de donner des sentences molles aux Oui. gangs de rue, là, tu sais. Je veux dire, Non. c'est pour ça que moi je dis cette loi-là, tu sais, de Trump, ben, du Parti républicain, en fait, risque d'avoir un impact au Canada. Pourquoi? Parce que c'est la révolution nationale populiste et c'est le géant américain qui est à côté de chez nous qui se dirige dans cette voie-là. Et
ce serait pas impossible que ça ait des impacts sur notre juridiction aussi. De À un quelle moment donné, façon? peut-être pas immédiatement, mais à un moment donné. Puis de toute façon, on voit aussi que ces politiques-là, soft on crime, ont été adoptées en Europe, notamment, ou en Allemagne, par exemple, une femme qui a critiqué son agresseur sur les réseaux sociaux se prend une peine plus importante que l'agresseur lui-même. Ben Ce genre non, de ça a eu choses-là. lieu? Oui, ce Aïe, genre aïe, de aïe. choses-là, pour un viol collectif de 10 personnes sur une adolescente, principalement des migrants afghans, je crois, 10 personnes sur une adolescente, la fille critique ça sur les réseaux sociaux, puis se prend une peine d'emprisonnement plus importante qu'un des participants Ben voyons donc, ça n'a aux pas de méfaits, sens. là. Oui, Mais oui. on est Donc, dans un délire, là. délire total. Les politiques soft on crime, là, c'est un crime contre l'humanité, en fait. Mais tu dis que ça pourrait avoir, bon, les répercussions de ce projet de loi-là aux États-Unis pourraient avoir un impact ici. On n'est pas du tout dans les mêmes politiques, on n'est pas du tout avec un gouvernement conservateur. Comment ça pourrait impacter le Pas pour Canada? l'instant, mais on sait que les Américains, c'est un empire, c'est l'empire américain, et ce sont les plus puissants en matière de géopolitique, en matière d'économie. Ils ont des rivaux nécessairement, la Chine, la Russie, les BRICS, etc., mais ce sont nos voisins et on est comme la cour arrière des États-Unis. Donc, nécessairement, ce qui se passe aux États-Unis va avoir un impact chez nous, que ce soit au point de vue culturel, politique ou économique. Et éventuellement, cette révolution-là, nationale populiste, risque de se mettre, elle se met en branle. Tu sais, avec le deuxième mandat là, de Trump, là, c'est vraiment, c'est le moment. Ça avait déjà été entamé, mais là, ça se passe maintenant et ça va avoir des répercussions sur tout l'Occident. D'ailleurs, je vais sortir un article là-dessus bientôt. Dernièrement, je pense que c'est vendredi dernier, les États-Unis ont sorti leur stratégie pour la sécurité nationale où est-ce que c'est clairement assumé et affirmé. L'ère des migrations de masse, c'est terminé. On veut redonner sa splendeur à la civilisation occidentale, etc. Donc, tu sais, tout ça, c'est affirmé. Tout ça, c'est assumé et notamment les politiques soft on crime, ça va prendre le bord avec tout ça, là. Ouais, c'est ça. En fait, on regarde ça aller, puis on se dit, ça serait le fun d'avoir des politiciens qui ont le courage de faire ce genre de décision-là, parce que, bon, on va parler d'immigration tout à l'heure, mais ben, en fait, c'est ça, allons-y, parce que tout ça est intrinsèquement relié. Euh, Mhm. Trump est très strict dans ses politiques sur l'immigration, et bon, il a poussé le bouchon encore un peu plus loin avec ce qui est en train de se passer par rapport à Haïti, là, qui va perdre son statut de protection temporaire. On peut le résumer comme SPT. Peux-tu nous expliquer c'est quoi ce statut de protection temporaire-là? Qu'est-ce que c'était et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait avec ça? C'est quoi la situation? En fait, les États-Unis ont accordé le statut de protection temporaire aux ressortissants haïtiens après le grand tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti, étant donné que ça avait causé une misère phénoménale pour ce peuple-là, donc en 2011. Et depuis 2011, ce statut-là a toujours été renouvelé, a toujours perduré dans le temps. Et ça l'a permis aux ressortissants haïtiens de vivre aux États-Unis depuis ce temps-là. Le statut de protection temporaire n'accorde pas la citoyenneté américaine. La seule chose qui permet, c'est de résider temporairement sur le territoire et d'y travailler. Donc, tu n'as pas de droit politique. Tu ne peux pas voter, tu ne peux pas être un citoyen, mais tu peux y travailler, tu peux y résider. Donc là, on considère qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 500 000 Américains, 500 000 Haïtiens qui bénéficient de ce statut temporaire-là de protection. Les États-Unis, l'administration Trump a décidé que c'était terminé parce que l'administration précédente, Biden, a mis en branle une politique de frontières ouvertes où, à la frontière sud, il y avait des gens qui rentraient par dizaines de milliers tous les jours pendant 4 ans. Et on considère qu'il y a peut-être eu entre 10 et 20 millions de migrants illégaux ou irréguliers qui sont entrés par la frontière sud durant le mandat Biden. Énorme. Donc, Mhm. ce que fait Trump, C'est une en fait, c'est invasion, qu'il en fait. renverse la vapeur. Il renverse la vapeur. Il ferme les frontières, il utilise ICE pour expulser les migrants illégaux. Et là, il vient de mettre un terme aussi au statut de protection temporaire des ressortissants haïtiens. Le problème avec ça, c'est que les Haïtiens, c'est un peuple qui émane d'une colonie française qui parle français et qui a une forte diaspora à Montréal. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que ces Haïtiens-là, qui sont tous aux États-Unis à l'heure actuelle, pourraient s'en venir massivement vers le Québec pour éviter l'expulsion.
Et l'expulsion, c'est pas, tu sais, je veux dire, ils font pas ça de manière complètement barbare, là. Les États-Unis leur offrent un billet d'avion pour rentrer en Haïti, leur donnent 1 000 $ américains et leur offrent la possibilité d'appliquer pour obtenir la citoyenneté américaine, pour immigrer aux États-Unis de manière légale. Donc, si vous respectez les conditions de la révocation du STP, vous allez pouvoir appliquer pour devenir citoyen américain. Si vous ne le faites pas, par contre, vous allez vous faire expulser mani militari. Ce qui se passe avec ça, c'est que si les gens ne veulent pas retourner en Haïti, on les comprend, là, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas d'électricité, c'est dirigé par des gangs de rue, des gangs criminels. Je veux dire, c'est un hub aussi pour le transport de drogue internationale. Les cartels utilisent Trafic humain. Haïti, les speedboats qui partent du Venezuela, qui s'en vont à Haïti, etc. Ça sert de tremplin, en fait, pour rentrer aux États-Unis. Mais les gens ne veulent pas nécessairement retourner là parce que c'est la misère. C'est clair, on le comprend. C'est pas Mais les là, ce qui se États-Unis, là. passe, c'est que le Québec ne peut pas non plus recevoir 500 000 Haïtiens. Non, C'est impossible. c'est C'est impossible. Juste pendant la crise du chemin Roxham, qui a duré de 2017 à 2023, le Québec a reçu au-dessus de 100 000 migrants illégaux par le chemin Roxham en 6 ans. Par le chemin Roxham, au-dessus de 100 000. En fait, il y a un article de Radio-Canada là, qui rapporte les chiffres officiels de la GRC qui parle de 113 000 migrants illégaux qui sont rentrés pendant ces 6 années-là. Moi, je considère que c'est beaucoup plus parce que ça, c'est juste ceux qui ont été interceptés et enregistrés par la GRC, par les services frontaliers canadiens. En fait, il y a du monde qui rentre par la frontière là, tout le temps, tous les jours. Si vous voulez trouver là, des passeurs pour partir de Montréal, puis pour vous rendre à New York, ou pour vous rendre de New York, puis partir de New York, puis vous rendre à Montréal, là, il y a des comptes Instagram qui offrent ces services-là avec des numéros de téléphone. Fait qu'il y a clairement des réseaux de passeurs, c'est connu, je veux dire, les autorités canadiennes le savent, mais, tu sais, puis, je veux dire, ce qu'on voit, c'est une partie. C'est une petite partie de ce qui se passe à la frontière. Ce qui se passe à la frontière canadienne-américaine, c'est une ignominie, c'est complètement capoté parce que c'est comme la C'est pointe de pas l'iceberg, tu tangible. sais. Puis on nous La en pointe de parle pas. l'iceberg, le reste, là, il est tout dans l'eau, on le voit pas, tu sais. C'est un Ouais. peu ça qui se passe à la frontière. Il y Ben, avait on eu un voit pas. reportage de Rebel News. Il y a eu un reportage de Rebel News. Ils sont allés passer 2-3 jours à la frontière cet été. Ils ont mis des caméras de chasse sur une trail où ce que les migrants ils passent. Ils en ont pogné comme une quarantaine là, en une nuit ou deux, tu sais, une affaire comme ça. Fait que ça, c'est pendant quelques journées en juillet. Là, tu sais, je veux dire, ça dure tout l'été comme ça, là. Mhm. Puis c'est Ah ça, c'est ouais. 40 personnes qui ont pogné en une nuit, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nuits qui en rentrent 100, il n'y a pas des nuits qui en rentrent 10, il n'y a pas des nuits qui en rentrent 50. Mais si ça se passe comme ça tout l'été, combien de personnes qui sont des migrants illégaux qu'on reçoit comme ça au Québec, qui se dirigent vers la diaspora haïtienne à Montréal, t'sais? Parce que principalement, c'était des Haïtiens là, qu'on avait vus sur les caméras, puis ils avaient trouvé OK. aussi des pièces d'identité Bell News qui étaient haïtiennes. Donc, c'est excessivement inquiétant, en fait, ce qui pourrait se passer à la frontière parce que le statut de protection temporaire des migrants, je veux dire des Haïtiens, va être révoqué en date du 3 février. Donc, s'il y a un move à faire, là, si eux autres, ils prennent une décision et ils se disent non, moi, je ne retourne pas en Haïti, mais en même temps, je ne peux pas prendre la chance de rester aux États-Unis pour ne pas me faire expulser par ICE. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais au Québec, ça parle français, j'ai de la famille, j'ai une tante à Montréal. Go! Je pars, je passe la frontière illégalement. Donc, ça pourrait, c'est pas dit que ça va arriver, mais ça Non, mais c'est pourrait sûr donner que lieu c'est une à une migration équation massive. facile, c'est 1 + 1 = 2, là, c'est pas tellement compliqué de faire le lien, sans forcément que ce soit les 500 000 Haïtiens qui vont faire ça. On peut s'attendre Quand à ce même, ce qu'il y ait un serait 100 000. pourcentage. Quand même, ce serait 100 000 ou 50 000. On n'a pas la capacité pour accueillir ça, toute cette population-là, tout simplement parce que le Québec vit depuis déjà plusieurs années une situation d'immigration de masse. Quand on regarde, je vais donner des statistiques de l'ordre d'envergure nationale pour le Canada, puis je vais revenir ensuite au statut du Québec. Au dernier recensement en 2021, le Canada comptait environ 37 millions d'habitants. Aujourd'hui, on en compte environ 42, autour de 41,5, un truc du genre. Alors qu'on sait très bien que les taux de natalité ne permettent pas
la reproduction des générations. Donc, l'augmentation de la population au Canada est principalement due à l'immigration. Si de 2021 aller à 2024, parce que je n'ai pas calculé 25, oui, peut-être la moitié de l'année de 2025, aller à 2025, on a reçu 4,5 millions de personnes. Moi, j'appelle ça de l'immigration massive. Ça correspond à une augmentation de la population de 12,5 12,5 %. C'est énorme. C'est énorme à l'échelle du Canada. Si on voulait faire une analogie avec la situation américaine, ça donnerait quelque chose de l'ordre de 42 millions environ. C'est comme si les États-Unis avaient reçu 42 millions de nouveaux habitants, de migrants sur leur territoire en 4 ans. OK, durant tout le mandat Biden. Alors qu'en fait, durant le mandat de Biden, ils en ont reçu entre 10 et 20. Puis là, c'est le branle-bas de combat. Hey, c'est partout. On met fin aux villes sanctuaires. On expulse tout le monde. Ils en ont reçu la moitié moins. Alors que nous autres, on en a reçu au prorata de la population le double, littéralement, et Mais il ne se personne passe n'en rien. parle. Non, Il ne se c'est passe ça. rien. Il se passe Aïe, fuck aïe. all, en fait. Là. Il se passe absolument rien. Non seulement il ne se passe rien, mais en plus, notre frontière n'est pas protégée. En D'aucune comité façon? par... Pratiquement pas, là, c'est du show-off. La GRC a dit, ah oui, on a acheté un hélicoptère, là, ils font voler leur hélicoptère quand Rebel News vont filmer là. Un hélicoptère, là, ça fait rien, ça n'arrête pas les migrants qui passent. Là, puis ils envoient des patrouilles de la GRC, mais en fait, il faut avoir écouté en comité parlementaire à Ottawa le directeur du syndicat national du service frontalier du Canada pour prendre conscience de l'ampleur de l'échec de la protection de notre frontière. Le directeur du syndicat, il dit, en fait, mes agents, là, quand ils sont dans un poste frontalier, s'ils voient quelqu'un passer à 10 mètres du poste de manière illégale, ils ne peuvent même pas, ils n'ont pas l'autorisation de sortir pour l'arrêter. Vous nous dire à quoi ça sert d'abord Pourquoi? d'avoir une agence frontalière si tu ne peux pas arrêter un migrant illégal qui passe illégalement à la frontière? Ben non, il faut qu'il appelle la GRC. Autre chose, ils n'ont tellement pas de Attends, budget attends. qu'ils ne Faut qu'il appelle la GRC pour avoir l'autorisation ou pour que la GRC vienne pour que en la GRC renfort? vienne Ah mon Dieu. arrêter les personnes qui passent illégalement. Et là, ce qu'il disait, lui, c'est que ça peut prendre 2-3 heures des fois. Là. Ben c'est ça, ils sont C'est partis. comme, puis la personne n'est plus là, là. Elle attendait, il y a une voiture qui l'attendait à l'autre bout de la trail, là, Ben ouais, c'est ça. avec un passeur qui l'amène à Montréal, puis c'est fini, là, ces gens-là ils ont disparu. C'est à se demander, y a-t-il une volonté politique derrière ça? En fait, est-ce qu'on mine nos institutions de manière volontaire? Parce que, autrement dit, tout n'est qu'une question de volonté politique. Quand tu veux régler un problème, là, si tu es un politicien au pouvoir, tu passes une loi, puis tu donnes des directives à ton état administratif, puis en très peu de temps, tu peux le régler, le problème, là, du cash. Ils Mais il sont y a des gens capables qui d'en trouver. obstineraient ça. Il y a des gens qui diraient c'est pas si simple que Oui, mais ça, du c'est pas cash, ils sont une capables d'en personne. trouver, là. Le gouvernement du Canada envoie des 300 millions en Ukraine, puis ci, puis ça. Pourquoi qu'on ne le garde pas et qu'on ne l'injecte pas dans l'Agence des services frontaliers du Canada? Là, ouais, mais il faut prendre le temps de former le monde, tatati, tatata. Ben, let's go, prenez-en. Recruter des agents à la retraite, du monde de la GRC. On a une crise. Il y a des migrants illégaux qui traversent notre Crise, frontière. On a ouais, une ça crise. devrait être géré comme une crise urgente, là. Il faut réagir, il faut faire quelque Mhm. chose. Non, il ne se Il y passe a rien rien. qui se passe. L'Agence des services frontaliers du Canada ne fouille que 1% des marchandises qui entrent au Canada par les ports ou par les postes frontaliers terrestres. Imagines-tu les gens qui peuvent passer, en fait, trafic d'armes, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, name it. Hmm. C'est une passoire, la frontière canadienne. C'est triste à dire, là, mais Ouais, c'est une tu parles passoire. du comité parlementaire de ce directeur du syndicat qui a parlé. Est-ce qu'il y a d'autres lanceurs d'alerte qui dénoncent cette situation-là? Est-ce Tout à qu'il fait. y a du monde qui essaie de Oui. se mobiliser pour dire qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui, 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 oui. En fait, il y a le lanceur d'alerte Luc Sabourin avec qui j'ai travaillé. J'ai produit quelques articles avec lui, qui est un ancien agent, justement, un agent subalterne de l'Agence des services frontaliers du Canada, qui, lui, est un homme excessivement intègre, qui a dénoncé la situation depuis plusieurs années à l'interne, notamment pour de la corruption, de l'abus de pouvoir, etc. On parle des hauts placés de l'agence, là. On ne parle pas des petits agents au poste frontalier. Là. Lui, il a dénoncé ça. Donc, tu sais, si les top dirigeants de l'agence sont eux-mêmes corrompus, à quoi on peut s'attendre?
Quel C'est type à de on peut corruption? Tu sais, quand tu dis corrompu, ils acceptent des mais c'est quoi la corruption? C'est quoi leurs intérêts là-dedans? OK, ben, l'intérêt, c'est tout le temps l'argent. En fait, Ouais. tu achètes quelqu'un, tu le fais chanter, et cetera. Par exemple, hem, il y a eu, une dame qui travaillait pour le crime organisé qui piratait les ordinateurs de l'Agence des services frontaliers. Donc, par exemple, il rentrait des alertes, pour, des passeports trafiqués, d'outre-mer ou des passeports volés d'outre-mer. Luc Sabourin faisait imprimer la liste, devait rentrer ça dans les services informatiques pour les envoyer à tous les postes frontaliers à travers le Canada. Il travaillait dans des voûtes sécurisées à Ottawa. Euh, la liste disparaît. Il part, il la met sur son bureau, il part 5 minutes, il revient, la liste est disparue. Donc, il y avait des taupes au sein même de l'agence. Euh, Après ça, il y avait le type de corruption, c'est tout le temps l'argent, moi, je pense. Mais C'est dur, attends, parce que là, peut-être c'est comme si tu me demandais de dénoncer le motif de la corruption de ces agents-là. Mais en fait, euh, oui, c'est cette ça, c'est ça agente-là que je qui cherche à avait fait ça, comprendre. cette agente-là qui avait fait ça était couverte par la direction. Tu sais, Luc Sabourin est allé voir la direction, elle était couverte. Luc Sabourin, c'est un lanceur d'alerte à l'interne. Donc, il a utilisé le réseau de dénonciation à l'interne, puis au moment même où il utilisait le réseau à l'interne, ses patrons étaient au courant qu'il faisait la dénonciation. Donc, tu vois, c'est toute Je comprends. une sorte de collusion comme ça qui fait en sorte qu'ils ont Mais en voulu fait, l'éliminer. Pourquoi? Parce que l'agence veut protéger son image. Parce qu'elle protège l'image aussi du gouvernement qui a mis en place le haut dirigeant de l'agence. Le haut dirigeant, là, c'est un haut fonctionnaire qui a été nommé par le gouvernement. Donc, lui, il est redevable au ministre qui l'a mis en place, si tu veux. Donc, il veut protéger son ministre, il veut protéger l'image de l'agence. j'ai Et, par l'impression que exemple, je oui, vais te donner un autre vas-y. exemple, Ouais. rapidement comme ça. Le journaliste canadien Sam Cooper a écrit un livre, Wishful Blindness, qui, en fait, dénote toute la corruption qu'il peut y avoir dans le système politique canadien, notamment par rapport à le trafic de drogue transnational avec les triades chinoises dans le coin de Vancouver. Bon, ce type-là aussi est passé en comité parlementaire à Ottawa. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, bon, lui, il y a des sources, OK, au département d'État américain. Il y a des sources à la DEA. Donc, la DEA, c'est Drug Enforcement Administration américaine. Et il y a des sources aussi au sein de la GRC. Ces sources-là lui ont révélé, entre autres, qu'il était inquiet que des ministres fédéraux pouvaient influencer des enquêtes de la GRC ou tout simplement les arrêter. Arrêter des enquêtes de la GRC pour, je sais pas moi, trafic de stupéfiants. Donc, si on a des criminels transnationaux qui sont capables d'acheter des ministres, que des ministres mettent fin aux enquêtes de la GRC ou leur nuisent, est-ce qu'à ce moment-là, il faut s'attendre à avoir une agence des services frontaliers qui va faire son travail? Ben non, parce que c'est le ministre qui va nommer le haut fonctionnaire qui va être en charge de l'agence frontalière. Donc, le type qui va être en haut de le fonctionnaire qui va être au sommet de l'agence frontalière va lui-même être redevable au ministre et va mettre en application des politiques qui vont faire en sorte que ça va affaiblir l'agence plutôt que la renforcer. Du moins, c'est une causalité possible. Euh, mais d'un point de vue empirique, ce qu'on voit, c'est qu'on a des agences qui sont incapables, sont rendues inopérantes, littéralement. Oui, absolument. Avec tous nos systèmes sont en train de s'effondrer. Il n'y a pas vraiment d'agences qui sont fonctionnelles. Mais tu sais, en fait, je pense que ma question s'en allait plus dans le sens, puis je pense que tu l'as quand même dit, c'est est-ce qu'on peut se poser la question, puis tu l'as un peu dit, la question est rhétorique, est-ce qu'on laisse volontairement ces migrants-là entrer chez nous en sachant très bien les impacts que ça va avoir sur les politiques, sur en fait toutes nos infrastructures qui sont mises à mal? C'est comme si on met une pression énorme sur notre système parce qu'après, c'est la crise du logement. Après, c'est le fait qu'eux qui rentrent illégalement, mais ils ont quand même droit à notre système de santé qui va déjà terriblement mal. Je suis en train de faire un autre projet on the side. Je parlais avec une docteure à la salle qui disait pratiquement tout le monde qui accouche, c'est des migrants. Des Ouais, ben, immigrants, en fait. Pas forcément des migrants, là, mais c'est il y a capoté, plus de ça. Là. Québécoises. Il n'y en a plus des blanches qui accouchent à C'est l'hôpital. capoté, en fait.
J'ai consulté les statistiques là, de la natalité plus tôt cette année. Là. Je peux te donner les statistiques pour 2024, 2025, je ne les sais pas. Là. Au Québec, en 2024, 30% des enfants qui sont nés étaient issus de deux parents nés à l'étranger. Qui ne sont Wow. pas nés au Canada, deux parents nés à l'étranger. Donc, on fait venir des populations. Donc, on subit l'immigration de masse. On fait venir des populations qui nous sont étrangères, principalement du tiers-monde, donc des populations africaines ou nord-africaines, donc des Arabes ou des Noirs, autrement dit. On les fait venir en masse et ces gens-là se reproduisent chez nous. Ouais, Donc, eux autres, ils en font des enfants. c'est un changement de population, en fait, parce que quand on regarde la démographie, et tu sais, on pourra penser à ce que Guillaume Lepage a dit à Mathieu Bock-Côté, donc vous faites la promotion du grand remplacement, tu sais, à tout le monde en parle. Ben, je veux dire, est-ce que tu fais-tu juste répéter des trucs genre Pas de l'ordre de la vacuité, intellectualisé. de Ouais. l'ordre de la vacuité intellectuelle, là, genre c'est une théorie du complot, donc c'est une théorie du complot. Ouais, non, mais attends un peu, là. Es-tu Il y a de capable la de voir les substance. chiffres statistiques? Tu sais, je veux dire, les statistiques sur l'immigration depuis le dernier recensement, OK, augmentation de 12,5% de la population canadienne, 4,5 millions de personnes. OK, si on regarde les statistiques maintenant sur la natalité au Québec, 30% des enfants qui sont nés en 2024 étaient issus de parents étrangers. Et pire que ça, si on dit un des deux parents nés à l'étranger, cette statistique-là augmente à 40%. À 40%. Donc, d'un point de vue démographique, qu'est-ce qui reste du Québec? Qu'est-ce qui reste du Québec dans 10 ans? Qu'est-ce Puis qui là, on reste du parle du Québec Québec. dans 15 ans? On dit oui, mais ils sont québécois, eux autres aussi. Ils sont venus Ouais, au mais non, mais Québec, ils ont choisi le Québec, ils ont c'est la pas ça la citoyenneté culture canadienne, ils sont au québécoise. Québec. Je suis désolé, les immigrants, les gens qui viennent ici, leur loyauté va principalement envers leur communauté ethnique. Et c'est comme ça pour tout le monde. Principalement, c'est ça, c'est une généralité. C'est Après, il y comme en ça a qui pour tout le monde. s'intègrent, il y a des gens qui s'intègrent. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la capacité de les intégrer. Puis c'est aussi ce que Mathieu Bock dénonçait, à Tout le monde en parle, c'est qu'il faut être capable de les intégrer. Puis en ce moment, c'est que les chiffres sont trop élevés. Puis ça amène à C'est la ça. question suivante qui va nous amener à la prochaine nouvelle. Ça veut dire quoi être québécois? Ça veut dire quoi être canadien? Plus ça va, plus c'est dilué, plus on perd le sens de notre il n'y a plus de nationalisme. On dit qu'il y a une recrudescence du nationalisme québécois, mais je pense que c'est juste un peu le retour du balancier pour avoir été vraiment très, très loin dans l'autre extrême. Mais Hmm. selon moi, être canadienne, pour moi, ça veut plus dire grand-chose. Et là, ça nous amène à cette loi qui vient d'être passée le 20 novembre que tu nous disais en intro. La loi C3, peux-tu j'aimais le fait que tu donnais un exemple concret dans ton article parce que ça aide à vraiment comprendre c'est quoi qui se passe Ouais. là, qui se passait pas nécessairement avant. Peux-tu expliquer comment on devient Canadien en 2025? Ben, je veux juste répondre avant ça avec Oui. ton affirmation sur la recrudescence du nationalisme. En fait, comme tu le dis, c'est un retour du balancier qui est tout à fait normal. Hein? Il n'y a pas un peuple qui va se laisser disparaître sans un regain de vie, sans un sursaut de vie. Et ce regain-là passe par le nationalisme nécessairement parce que c'est notre identité profonde en tant que Canadien français, en tant que Québécois de souche. Et ceux qui s'inquiètent de ça, c'est principalement l'écosystème médiatique entourant Radio-Canada et la presse et le devoir complètement woke. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils publient des lettres ouvertes ou ils font des petites chroniques là, avec des intellos de gauche, là, mais fini, là, de gauche fini, la gauche structurelle, postmoderne, woke, là, où tout le monde est beau et gentil, là, tu sais, je veux dire, non, mais sont-ils capables de consulter les statistiques sur la criminalité, l'augmentation de la criminalité, les statuts sociodémographiques et ethniques des gens qui commettent cette criminalité-là? C'est Peut-être que très difficile, l'immigration hein? Les chiffres ne sont pas tellement publiés justement pour pas qu'on puisse faire trop facilement ces parallèles-là. peut-être que l'immigration de masse a, c'est pas juste peut-être, c'est assurément que l'immigration de masse a un impact sur la criminalité. On le voit en Europe. On le voit en Europe, c'est phénoménal. C'est capoté ce qui se passe là. C'est une hécatombe. Et si on veut pas qu'il se passe la même chose pour nous ici, au Québec et au Canada, il serait temps de mettre un frein à tout ça. La Mais bref, criminalité a si on déjà revient. augmenté Oh oui. Oh oui, dans les oui. Bon, on dernières en a années. parlé la dernière fois quand Exactement. j'étais venu sur ta chaîne, je pense que c'était en Oui. septembre. On avait abordé le même sujet un peu, mais oui, la criminalité a augmenté de manière significative. J'ai écrit des articles là-dessus sur Indocile Media, pour aller les consulter.
Si on revient à la loi qui a modifié la citoyenneté canadienne, c'est la loi C3. C'est intéressant, ça, et en même temps, c'est triste, c'est pathétique un peu, parce qu'on vide de son sens la citoyenneté canadienne. Ce que fait C3, en fait, c'est qu'elle va accorder la citoyenneté à toute personne née à l'étranger au-delà de la première génération. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est par exemple, imaginons un migrant pakistanais. Tiens, j'aime bien l'exemple des Pakistanais. Un migrant pakistanais qui vient au Québec, fait ses études à McGill, reste ici 5 ans. Mais pendant son 5 ans là, qui est au Québec, okay, il obtient la citoyenneté canadienne. Mais après ça, il décide de s'en aller, retourne au Pakistan, il travaille là, fonde une famille, fait des enfants. Ces enfants-là vont être automatiquement canadiens. Par contre, ces enfants-là vont aussi pouvoir transmettre la citoyenneté canadienne. Donc, la citoyenneté, autrement dit, est vidée de son sens parce que quelqu'un né à l'étranger va lui-même pouvoir transmettre cette citoyenneté-là au-delà de la première génération. Donc, toutes là, les générations qui vont suivre d'enfants qui sont nés de parents canadiens à l'étranger vont pouvoir devenir canadiens aussi. Donc, autrement dit, ça fait des diasporas canadiennes à l'étranger qui se perpétuent à l'étranger. Donc, pour ça, il y a juste une condition qu'ils doivent remplir, c'est de venir au Canada, résider au Canada pendant un minimum de 3 ans tout au long de leur vie. Peut-être que leurs parents vont les amener faire du tourisme pendant 6 mois, voir leur tante. Là, bon, ben ça, OK, c'est check. cumulatif. C'est cumulatif. Check. Tu as fait un 6 mois. Puis là, après ça, ben, à l'âge adulte, ben, tu vas faire comme ton père, tu vas aller à McGill faire tes études, tu vas faire un 3 ans. Donc là, paf, automatiquement, tu as le droit de transmettre la citoyenneté. Parce que la citoyenneté, tu l'as déjà. Tu es né de parents canadiens à l'étranger, tu as la citoyenneté. Mais toi, étant né à l'étranger, si tu veux pouvoir transmettre cette citoyenneté-là, si tu veux pouvoir la transmettre à ta descendance, tu dois venir sur le territoire canadien 3 ans. Donc, c'est capoté. Ça vide de son sens le fait de se dire canadien, puis ça permet de donner la citoyenneté à une multitude de personnes qui, normalement, ne l'auraient pas obtenue. Et ça mélange... Qui ne respectent pas nécessairement le sens de ce que ça veut dire être Canadien, parce que si tu es né au Pakistan, puis que tu es venu faire tes études ici ou tu es venu faire du tourisme, tu aurais pu confirmer puis donner ça à tes enfants. En fait, c'est juste pour avoir un passeport qui a bonne réputation. Je vois pas ça peut être quoi ta motivation autre que de vouloir garder un passeport canadien si finalement tu n'habites même pas dans le pays. Ben, c'est ça, c'est tout le sens de la citoyenneté, puis c'est tout le sens de l'identité aussi, en fait. Tu sais, quand on accueille des civilisations étrangères sur notre territoire, qu'est-ce que ça fait? Ça engendre un choc des civilisations. Le choc des civilisations, il est réel. C'est Samuel Huntington en 1997. Je veux dire, chez nous, c'est moins proéminent qu'en Europe. Mais l'exemple européen, je veux dire, est le moindrement qu'on s'y intéresse, il est draconien, OK? C'est excessif. Et on a 10 ans de retard, nous, sur l'Europe, mais ça va nous rattraper. Mais de toute façon, ça nous rattrape déjà, on le voit avec les mœurs étrangères qui s'installent, avec les prières de rue à Montréal, etc., les revendications de toutes sortes, etc. Les camionneurs qui ne savent pas conduire, je veux dire, qui font des accidents. On voit plein de vidéos de camionneurs sick. Incroyable. Donc, vider de son sens la citoyenneté, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire être Canadien? Mais les Québécois, c'est nous, c'est les premiers Canadiens. C'est nous qui l'avons fondé, ce pays-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est une culture, c'est une langue, c'est une civilisation. La civilisation, c'est quoi? Selon les Grecs de l'Antiquité, on considérait que la civilisation avait 4 facteurs pour être déterminée de manière juste, c'est-à-dire le sang qui coule dans tes veines, la langue, la religion et la manière de vivre. Et si un peuple rencontre ces 4 critères-là sur le même territoire, on peut dire qu'il forme une civilisation. Or, les Québécois, Canadiens français d'origine, partagent avec le Canada anglais 3/4, en fait, de cette détermination civilisationnelle-là. On n'a pas la même langue, on a du sang européen, on a la même religion, le christianisme, et on a principalement le même mode de vie, le mode de vie nord-américain. Donc, avec le Canada, c'est toujours possible de former civilisation.
à 75%. T'sais, on ne s'entend pas sur tout, mais par exemple, une refonte constitutionnelle avec un fédéralisme asymétrique réel, où il y a un partage des pouvoirs conséquent, où le fédéral aurait pu le droit le pouvoir de dépenser, ou on pourrait imaginer une refonte constitutionnelle où un aménagement serait beaucoup plus respectueux des champs de compétences du Québec, sans que le fédéral soit tout le temps en train d'empiéter. Ben, c'est pas impossible à ce moment-là parce qu'on émane de la même civilisation. Le combat est politique, en fait. Mais pour des peuples qui proviennent d'autres ères civilisationnelles, faire société avec eux, c'est difficile. C'est difficile. On parle la même langue, OK, parce que, bon, le recrutement de l'immigration au Québec est principalement axé sur la langue. On veut que ce soit des immigrants francophones, d'accord, mais si on ne partage pas la même religion, et qui ont fait venir des gens qui sont des radicaux islamistes, si on ne partage pas le même mode de vie parce que ces gens-là veulent vivre en fonction des préceptes de leur religion, c'est-à-dire la charia, si on ne partage pas le même sang, bon, le sang, c'est sûr que c'est toujours quelque chose qui est plus c'est plus touché, hein, on va se le dire, parce que ça implique la race, puis là, attention, on va se faire traiter de raciste, les gens ils ont peur de ça, mais il reste néanmoins que les critères déterminatifs de la civilisation des Grecs de l'Antiquité sont justes. C'est ça, une civilisation. Bon, mais quand la loi C3 accorde la citoyenneté à n'importe qui est né à l'étranger et la possibilité de le transmettre à sa descendance si elle vient résider 3 ans au Canada, moi, je me dis, c'est pourquoi ça, en fait, ça va favoriser, encore une fois, l'immigration de masse. Et les immigrants votent principalement pour les libéraux fédéraux, en grande majorité. Donc, ce que les libéraux sont en train de faire, en fait, c'est d'utiliser, instrumentaliser la citoyenneté canadienne pour s'acheter des votes, pour se payer des votes. Et en fait, ce qu'on voit, moi, ce que j'anticipe, c'est qu'à terme, ils vont tellement avoir instrumentalisé le système politique canadien qu'il n'y aura plus d'alternance possible au pouvoir. Les conservateurs n'auront plus la force de prendre le pouvoir, la force politique de prendre le pouvoir, parce qu'ils n'auront plus le nombre. Non, c'est ça. Et ça va être un parti unique, les libéraux, qui vont diriger le Canada, peut-être des fois majoritaire ou minoritaire, avec un appui des gauchistes structurels du NPD, ce genre de choses-là. C'est excessivement inquiétant, en fait, tout ce que le gouvernement Carney et tout ce que le gouvernement Trudeau a fait auparavant. Ça me paraît comme passe. un symptôme, ce que tu décris, tu sais, qui vont rester au pouvoir. En fait, c'est peut-être aussi anticipé, puis ils savent que les gens qui font rentrer dans le pays vont voter pour eux, mais moi, ce que j'observe, tu sais, c'est vraiment l'agenda globaliste vitesse grand V où on dilue complètement ce que c'est un citoyen. On veut faire un citoyen globaliste, un citoyen qui s'identifie plus à le lieu où il est né, sa culture, sa langue, son identité. On l'a fait avec les Québécois. Moi, je trouve que ça fait déjà plusieurs décennies que c'est en branle. C'était cette espèce d'agenda de détruire complètement la fierté des Québécois, de détruire notre culture. Moi, j'entends souvent à Montréal des Québécois qui and they speak in English together because it's cool to speak English. Mais tu sais, ils se parlent avec le gros accent français québécois parce que c'est comme si on n'a pas cette fierté de parler notre langue, de bien l'écrire, de la maîtriser, de la lire. On Ouais, n'a mais ça, pas. c'est Montréal. C'est montréalo-centriste. Là, ça, C'est là, ce sûr, mais moi, phénomène-là. je viens de ça, puis ça reste quand même que la moitié du Québec, géographiquement, est concentrée autour du Grand Montréal. C'est vrai. Donc, il y a quand même, c'est un phénomène qui est très généralisé, donc, au Québec. Puis, c'est sûr que si je vais en Abitibi-Témiscamingue ou si je vais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça va probablement pas se parler en anglais. Mais ce phénomène-là, quand même, je l'observe, puis je vois maintenant que c'est en train de c'est comme si c'est propagé partout au Canada où maintenant, être un Canadien, ça veut strictement rien dire. Ma sœur, elle habite dans le coin de Niagara. Il n'y a pas de Blancs. On est en minorité visible. À chaque fois qu'on voit Ouais, là, ce c'est un n'est des que des pires coins, Indiens. ça. Ça a été remplacé là, de manière phénoménale. Puis ils C'est sont capoté. multimillionnaires, là, parce que je veux dire, Niagara-on-the-Lake, c'est pas des BS qui habitent là-bas, là. Mhm. Mais c'est pas des gens, c'est pas une richesse qui est canadienne. Pour moi, c'est probable. Bon, je suis sûre qu'ils ont fait leur Non, argent c'est ça. de Puis, façon tu sais, louable. aussi, il y a un autre aspect par rapport à ça, avec toute l'instrumentalisation de la citoyenneté avec ces trois, c'est que ça va entraîner un nombre considérable de fraudes. À la citoyenneté. Ben, c'est Un sûr. nombre considérable. Parce que, tu sais, dans les pays du tiers-monde, là, obtenir des fausses identités, là, c'est probablement excessivement facile. Euh,
En tout cas, ça, c'est peut-être un oxymoron, là, excessivement probablement, mais en tout cas, bref. À mon avis, c'est facile d'obtenir des fausses pièces d'identité. Moi, je pense que plus on donne de lousse sur les mesures de contrôle à la frontière pour la citoyenneté, plus on ouvre la porte à la fraude, plus on ouvre la porte au crime organisé. Par exemple, si on revient au statut TPS, là, protection pour les Haïtiens. Dans l'article, j'avais cité Kelly Sundberg, qui lui aussi est un ex-agent de l'agence frontalière, qui d'ailleurs avait donné une entrevue à Travis Danraj, le whistleblower de CBC. Et Travis Danraj, qui maintenant poursuit la CBC, en tout cas, bref, ça aussi, j'ai écrit là-dessus. En fait, ce que Kelly Sundberg dit, c'est que attendez-vous à ce qu'il y ait un tsunami de migrants à la frontière canado-américaine dans les prochains mois, dans les prochaines années, et avec lui, ce tsunami-là va apporter le crime organisé, nécessairement. Et qu'est-ce qu'on a vu quand le gouvernement Trudeau a laissé tomber l'obligation pour les ressortissants mexicains d'obtenir un visa pour venir visiter le Canada? Qu'est-ce qu'on a vu? Ben, une recrudescence de la pénétration des cartels mexicains au Canada, qui se sont alliés avec les triades chinoises et les Hells Angels pour la fabrication et la dissémination du fentanyl partout au Canada et aux États-Unis. C'est ça qu'on a vu. Donc, plus on relâche les mesures sécuritaires, plus on laisse place à la fraude et à la criminalité. Et avec ces trois, c'est la même chose. Il va y avoir de la fraude à la citoyenneté, c'est immanquable. C'est prédictif, en fait. C'est ça N'y qui pense même arrive, pas, c'est c'est pas prédictif. difficile. C'est comme quand en 2020, on s'est mis à dire à tout le monde de fermer leurs entreprises, de rester cloîtrés chez eux, puis d'imprimer de l'argent, puis de donner 2000 pièces par mois à peu près tout le monde. C'était comme évident qu'on aurait une crise financière qui allait suivre. Je suis pas fiscaliste, je suis pas économiste, mais je suis comme, il me semble que ça va mal aller. Puis là, l'inflation s'est mise à arriver, puis tout le monde dit, ah mon Dieu, l'inflation, comme on l'avait pas vu venir. Mais je comprends pas. C'est hyper prévisible. Puis là, ce que tu décris, c'est hyper prévisible qu'on s'en va vers un maximum de chaos social, puis de la criminalité qui augmente, des systèmes qui s'effondrent, qui sont pas capables de soutenir tout ça. Puis je vois pas comment c'est pas fait de façon intentionnelle si ces lois-là sont passées. C'est quand même des gens qui ont des diplômes qui prennent ces décisions-là. Ils savent très bien ce qui va en découler. Donc, Ben oui. donc, on sait qu'on s'en va vers un maximum de chaos social. Ça veut dire que ce chaos social-là, qui est orchestré, va servir aux politiques qui sont en train de les mettre en Ben, je le pense branle. aussi. Parce que, tu sais, quand tu as une volonté politique, il faut arrêter de penser que les gens ne font pas exprès. Il faut arrêter de penser que les gens Ah, le sont font tous par tout le temps incompétence. bienveillants Écoute, et quand tu as incompétents. une batterie de fonctionnaires derrière toi là, qui te produit des rapports et des statistiques, quand tu prends des décisions, quand tu es un gouvernement qui prend des décisions, tu le fais par pure volonté politique. Mhm. Donc, si tu mets en branle la dilution de la citoyenneté avec ces trois, c'est clair, tu le fais exprès. Tu sais. Mais là, ils vont dire oui, mais on faisait ça pour se soumettre à un jugement d'une cour de première instance de l'Ontario, tatati tatata. OK, fine. Mais tu sais, c'est pas comme si on n'avait jamais vu le gouvernement du Canada à faire appel d'un jugement. Hein. Voyons donc. Ça aurait pu traîner en cours pendant super longtemps, puis c'est pas dit qu'ils auraient gagné leur cause au final. Ils n'étaient pas obligés de mettre ça en place, cette mesure-là, là, de la C'est ça. dilution de la citoyenneté avec ces trois. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils le voulaient. Exactement. Ah, ça tombe pas des nues, là. C'est pas un hasard, là. Alors, ça mérite quand même que les gens réfléchissent à quelles sont les réelles intentions derrière un gouvernement qui passe ce genre de politique-là. Complètement. J'irais à Mais là, tu part. peux pas dire ça, t'es complotiste, Hello. T'as pas, Ouais, t'as pas chez le droit de ma dire ça. chaîne Le Monde qui m'écoute, ils assument tous. D'ailleurs, j'ai T'as pas pété le ma droit, là. coche cette semaine sur Les le terme bien-pensants de complotiste. Radio-Canada, la presse, là, puis le Devoir vont tomber sur ton entrevue, puis vont dire, voyons, c'est quoi ces hurluberlus-là, là, sont C'est complotistes, c'est des sûr, malades. la Voyons soirée donc, est encore des jeune, malades. risque de reprendre nos propos, ils aiment Ah, bien, mais c'est parce qu'ils n'ont pas soirée. les capacités intellectuelles de Je sais s'attaquer pas. à des gens plus intelligents qu'eux. Des Malheureusement, ils pensent qu'ils sont parasites, plus ces gens-là. intelligents que nous, mais je pense qu'ils comprennent juste pas ce qui se passe. Pour ce qui est on va faire un petit saut dans notre ordre parce qu'on vient de parler de pendant 2020 qui ont imprimé de l'argent. On a vu le Oui. résultat. Et là, ils viennent de rouvrir les presses et réimpriment des dollars Pas canadiens. C'est ce encore, que... pas Non? encore, OK, c'est ce qu'ils mais annoncent? La Banque du Canada l'a annoncé, en fait. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va acheter des bons du Trésor, donc des bons du Trésor canadien. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que
Le ministre des Finances du Canada va en appel d'offres sur les marchés. Et il émet des bons du Trésor, puis là, il dit soumettez-moi des offres. OK? Fait que là, toutes les grandes banques, les hedge funds, euh, les individus particuliers, mais très riches, font des mises et elle va prendre le meilleur taux. Puis elle va dire c'est à ce taux-là que je vends mes obligations. La Banque du Canada, elle, ne participe pas aux enchères, mais par contre, elle va acheter des bons du Trésor au taux du marché. Donc, il y a une méchante différence entre la Banque du Canada qui achète des bons du Trésor puis un particulier ou une institution financière. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Banque du Canada, ce qu'elle fait quand elle achète des bons du Trésor, elle augmente son bilan en créditant le gouvernement. Donc, c'est la seule institution au Canada, en fait, qui peut émettre des liquidités. Donc, elle n'imprime pas de l'argent en tant que tel. Tout ça, c'est numérique. Oui, Mais c'est ce ça. qu'elle fait, c'est qu'elle crédite le gouvernement avec de l'argent. Donc, c'est des dollars numériques, mais ça reste que c'est des dollars de plus qui sont ajoutés Dans à le la système. circulation dans l'économie parce que le gouvernement les possède, il va les dépenser. Donc, ce qui va arriver, là, on ne sait pas encore pour combien de milliards elle veut acheter des bons du Trésor parce qu'elle ne l'a pas annoncé. Normalement, c'était supposé être dit hier, là, le 9 décembre. J'ai fait un tour vite là, sur le site de la Banque du Canada. On n'a pas l'information. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle va acheter des bons du Trésor en augmentant son bilan. Donc, ça veut dire en clair, ça veut dire imprimer du cash. C'est ça qu'elle va faire. Mais à chaque fois que tu imprimes de l'argent, à chaque fois que le gouvernement distribue massivement de l'argent par l'entremise de la Banque du Canada qui en imprime, comme on a vu pendant la pandémie, ça crée de l'inflation. Et ça, c'est l'école de Chicago avec Milton Friedman euh, qui a théorisé ça, peut-être von Mises aussi, c'est-à-dire plus le gouvernement va émettre des liquidités, plus ça va créer de l'inflation. Et eux considèrent que d'un point de vue structurel, c'est-à-dire euh, les tenants de l'école de Chicago, là, de l'école économique de Chicago, considèrent que de manière structurelle, il n'y a rien d'autre que l'impression d'argent qui va créer de l'inflation. Donc, si les gouvernements se mettent à réimprimer de l'argent, ben, attendez-vous à ce qu'il y ait une dévaluation de la monnaie Ben, c'est et une sûr. augmentation de l'inflation. Donc ça, c'est évident. Mais par contre, ce qui se passe avec ça, c'est qui bénéficie de ce nouvel argent-là. C'est pas toi puis moi. Hello. Moi, si je suis capable d'aller voir la Banque du Canada puis de lui dire, parfait, t'imprimes de l'argent, passe-moi 1 milliard à 0,5 d'intérêt, puis tu sais, je vais te rembourser, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Ben, si je suis une banque, je vais prendre cet argent-là, puis je vais la prêter à un taux d'intérêt plus élevé. Donc, tu sais, puis là, les riches, ils vont s'en mettre plein les poches parce que les riches, ils vont avoir la capacité d'emprunter beaucoup d'argent à un faible taux d'intérêt, puis ils vont la dépenser dans l'économie. Ce que ça fait, c'est que ça crée une pression sur la demande. Mm. La demande de quoi? Ben, c'est les terrains, c'est l'or, c'est les actions, les propriétés, l'immobilier, etc. Tout ce qui est susceptible de prendre de la valeur. Donc, Mhm. c'est ce qu'on appelle l'effet cantillon. L'effet cantillon, en fait, c'est quand l'argent ruisselle à partir du haut de la couche sociale la plus aisée vers le bas. Mais par le moment où cet argent-là va avoir atteint les plus pauvres, c'est-à-dire le travailleur, le kidam du quotidien, l'inflation va déjà avoir embarqué. Pourquoi? Ben parce que les riches vont avoir tout acheté, créer une pression sur la demande, fait augmenter les prix, et là, l'argent ruisselle. Ben, tu sais, les riches s'enrichissent, puis les pauvres restent plus pauvres parce que l'argent, le nouvel argent, eux, ils le voient, mais leur salaire n'a pas forcément augmenté pour qu'ils puissent s'acheter ça. Mais par contre, le prix de toutes les autres choses a augmenté. Et il y a un Américain qui, en 2024, lui, il a une maîtrise en économie de Harvard, il s'appelle Lawrence Lepard. Il a écrit le livre The Big Print et c'est phénoménal. Je veux dire, ce livre-là, c'est une perle. Il soutient la même thèse, en fait, que Milton Friedman. Il n'y a que l'impression d'argent qui crée de l'inflation. Et en fait, si on veut connaître le montant de l'inflation réelle, on a juste à évaluer l'augmentation du volume monétaire sur les marchés pour connaître le pourcentage de l'inflation. Donc, on nous dit tout le temps, ah, l'inflation, c'est 2, 3, 4, 5 nanani, nanana. En fait, c'est proportionnel au volume d'argent que les gouvernements injectent dans l'économie Donc, c'est beaucoup à plus chaque que fois que, 2-3%. à chaque fois qu'il y a une crise. Mhm. Donc, c'est pas mal plus. Là. C'est peut-être 30 ou 40 Je ne sais pas exactement le montant de l'inflation parce que
les calculs ont été modifiés dans les années 80. OK. Ben oui, parce qu'ils se rendaient compte que s'ils prenaient l'inflation réelle en compte, ils se rendaient avec des taux stratosphériques. Et puis, je veux dire, si tu as une population qui se fait dire, ben là, l'inflation est de 40%, ils vont vouloir se rebeller, là. Il Tu faudrait peux pas. pas, il faut que tu 2. contrôles la Mais le pire, c'est population. que ça a marché parce que dans les dernières années, on a vraiment vu le monde nous dire: «Ah non, mais ça a augmenté juste de 3%, c'est pas si pire». Je dis: «Mais vous faites pas votre épicerie, genre, le poivron vert est rendu Clairement pas. 4,99 la Ben livre, je non, sais pas, là. non, En non, 6 clairement mois, pas. genre, il a doublé». Là, je parle juste Ah du oui. poivron vert, mais je pourrais parler de n'importe quoi. La bûche de Noël qui a doublé de prix depuis Mais c'est 2018. pas Tu achetable une bûche de sais. Noël, va la Juste, faire, juste ma à suivre bûche. The Food Professor là, sur X, là, voyons, j'oublie son Je nom. connais Là. pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il Euh, analyse l'inflation de la bouffe, genre? Qu'est-ce Oh, que ben, il c'est? est partout, lui, là. Je Tu connais sais, pas. c'est le type de la chaire de recherche là, en alimentation. Là. Il est OK. dans les maritimes. Là. Mon Dieu, son nom m'échappe. Bref. Mais, tu sais, le gars, il est super bon. Il tient un Substack, tu sais, puis il décortique tout ce qui a rapport à l'inflation alimentaire tout le temps. Et plus encore, toutes les politiques, tout ça. C'est vraiment un expert, là, tu sais. OK. Mais il est temps à dire, moi ça m'impressionne en fait ce que j'allais dire, c'est à quel point j'avais eu un débat sur X avec une ministre, je me rappelle pas son nom. Puis elle m'ostinait que Québécoise l'inflation ou était du gouvernement du québécoise, Canada? ouais. OK. Je me souviens vraiment plus de son nom, mais elle est assez active sur X. Elle a peut-être, je sais pas, 20 000 abonnés, je sais plus. Elle avait quand même pas mal d'abonnés. Puis elle me disait, elle me suit en tout cas, mais on n'a pas grand-chose en commun. Fait qu'elle doit me suivre parce que c'est bien. Elle suit pas juste du monde qu'elle aime. Mais puis là, elle m'ostinait pour me dire que l'inflation n'avait pas vraiment touché les Québécois parce que les salaires avaient suivi. Et là, les statistiques démontraient que les salaires avaient suivi. Je disais, ah oui, c'est cool, les employés d'Hydro-Québec puis les fonctionnaires ont été augmentés. Je te garantis que les travailleurs sur le plancher puis la petite fille qui travaille chez Tim Hortons, son salaire, il n'a pas augmenté. Là. Puis nous qui travaillons dans le domaine de la culture, ils nous cheap. Plus ça va, plus les salaires baissent parce qu'ils n'ont plus d'argent dans la culture. Fait c'est comme, on est là où genre tout a doublé depuis 2 ans. Nos salaires sont moins élevés qu'ils l'étaient avant 2020. C'est comme, mais êtes-vous au Exact. courant que genre un concombre anglais, c'est rendu 3 piastres? Genre, je vais toutes les nommer. C'est ça. Mais moi, ça me fait un peu Tout augmente capoter. sauf le salaire, tu sais. Mais sur papier, parce que les fonctionnaires ont été augmentés de salaire, ça laisse croire que tout a suivi. Je suis comme, mais vous vivez vraiment au pays des calinours, là? C'est Mais pas c'est une ça la politicienne, elle va réalité, là. défendre son bilan, tu sais, c'est une politicienne. Elle va défendre son bilan. Jamais ils vont vouloir admettre qu'ils ont Mais tort, tu sais, ils veulent Mais pas je pense accorder même pas des qu'elle points en à était lui. consciente. Honnêtement, mettons, je vais lui donner le bénéfice du doute. Je pense qu'elle était tellement dans son monde à elle, avec ses amis à elle, puis avec ses petits amis qui sont peut-être policiers, puis qui travaillent, que tout le monde a été augmenté, qu'elle est pas proche la plèbe, là, j'imagine les gueux, là. Ceux qui Mhm. ont pas été... Elle les côtoie pas, ces gens-là. Elle les côtoie peut-être sur X, puis elle doit les considérer comme des trolls un peu archaïques. Mais malheureusement, la réalité n'est pas dans les chiffres. La réalité est sur le terrain. Moi, ça m'inquiète vraiment, cette inflation-là. Puis je suis inquiète pour les gens qui. Tu sais, le lait pour bébé. Moi j'étais dans le pic de cette inflation-là. Mon bébé était flambant neuf. Puis je me disais, les parents, alors non seulement il y avait comme ça avait quintuplé la formule, mais en plus, il y en avait plus. Il y avait une pénurie. Fait que là, des fois, j'ai rencontré à un moment donné à la pharmacie un gars qui partait de. Il a fait 20 minutes de route pour se rendre dans cette pharmacie-là parce que c'était la seule place qui avait le lait que son bébé boit. Puis il était 75$ pour le petit cop, genre. Ça, c'est juste un exemple, mais je suis comme, à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est la santé des gens qui va manger la volée. C'est que on n'aura pas le choix. Le coke est moins cher que quelque chose de santé. On va commencer. Veux pas, c'est ça qui arrive, c'est qu'on va manger des cochonneries qu'on peut s'acheter parce qu'il y a juste ça qui est achetable. Puis pendant ce temps-là, mais comme tu dis, ceux qui sont en haut, eux autres, ils mangent de la belle viande bio, nourrie Mais c'est un problème financier qui est aux fibres. international, en fait. Tu sais, on vit dans C'est une ça. économie de la dette, une économie du crédit. Quand on regarde la dette américaine, elle oscille autour de 37, 38 billions. Ça veut dire 37 000 milliards, Ça veut comme plus 38 000 rien dire, milliards, tu quelque sais. chose comme ça. En anglais, ils disent des trillions, mais les billions puis les trillions, c'est pas la même chose en français puis en anglais. Non, c'est ça. Mais ceci étant dit, tu sais, comment ils vont sortir de cette dette-là? Parce que, tu sais, si les taux d'intérêt augmentent pour contrer l'inflation, l'intérêt sur la dette augmente aussi, tu sais. Ouais. Donc, il va falloir Ça qu'ils payent donne ça, mais ils sont pas l'impression qu'ils capables. veulent créer un effondrement total du système financier pour réintroduire une crypto ou une monnaie numérique, puis d'avoir un contrôle absolu, je sais pas, là, je vais sonner comme une complotiste, mais on a l'impression qu'ils sont en train de mettre à mal vraiment l'économie volontairement. Penses-tu? Ben,
il se passe de quoi avec les stablecoins, puis avec le Bitcoin, tu sais, avec l'administration Trump? Peut-être qu'il aimerait ça. Ça se peut que c'est pas impossible que dans notre vie, on voit un genre de reset monétaire. C'est Non, pas je impossible. suis convaincue qu'on Du va voir ça. système financier, c'est pas impossible, étant donné la quantité de dettes des pays de l'OCDE, des pays de l'Occident. Euh, Ils sont pas capables. Ils sont pas capables de. Tu sais, je veux dire, quand ton Ben, c'est service de la dette insoutenable. est aussi important, quand ton service de la dette est aussi important que le budget que tu accordes à ton armée, par exemple aux États-Unis, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va péter. Là. Tu sais, ça va lâcher à un moment donné. Donc, à chaque fois, pour s'en sortir, ce qu'ils font, c'est qu'ils impriment du cash. Mais quand tu imprimes du cash, tu crées de la disparité entre les riches et les ultra-riches. Là. Tu sais, on parle des banquiers JP Morgan Chase avec Jamie Dimon, etc. On parle des riches, 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 là, qui se deviennent de plus en plus riches, de plus en plus puissants, puis le reste des gens, le reste de la plèbe, tu sais, c'est une économie de la financiarisation. Ça, à un moment donné, ça ne pourra pas durer tout le temps Non, ça parce ne que peut pas tenir la route. Ça les va gens vont s'effondrer. s'appauvrir tout le temps plus, puis à un moment donné, ils n'auront plus rien à perdre. Puis C'est là, ça qui tu va sais, arriver. on va pas rentrer là-dedans, mais toute l'intelligence artificielle qui fait en sorte que les gens sont même plus capables de se trouver du travail parce que l'IA remplace des. On va faire On est face qu'au vraiment à une début de crise, ça. là. On est Ouais. qu'au début de ça. Là, tu sais, là c'est On tout rentre dedans, là. l'école blanc qui occupe des jobs d'entrée de base. Là. Je sais pas, moi, un comptable novice, un avocat même qui débute sa carrière, etc. Là, tu sais, toutes les cols blancs d'entrée, de niveau d'entrée de base, là, vont se faire remplacer ultimement par l'intelligence artificielle et peut-être plus, peut-être plus. En fait, un bureau d'avocat, au lieu d'employer 10 personnes, va en employer 2 et ces gens-là vont être des experts du droit et de l'intelligence artificielle. Ouais, ouais. Non, Tu mais sais? on s'en va vers ça. Puis je pense que les gens prennent pas la pleine mesure de à quel point ça va impacter notre vie parce que ça va très vite et celle de nos enfants. J'aimerais ça qu'on termine en parlant de cette situation-là en Colombie-Britannique qui a eu lieu. Je C'est pense que ça. c'était l'été dernier. Est-ce que tu Oui. peux nous expliquer un peu c'est quoi qui s'est passé avec ces droits autochtones qui ont été cédés? Ben, en fait, c'est le plus long jugement, c'est la plus grande cause, c'est la plus grande cause judiciaire qui a été traitée au Canada. Elle a duré 11 ans. Bon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a la tribu Cowichan qui revendiquait des terres dans le Lower Mainland, à Vancouver, à Richmond. Puis Aïe, 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 c'est super cher ce coin-là en plus. et eux autres, tu sais, ils disaient que c'était des terres ancestrales Cowichan et la Cour leur a donné raison. Et Après maintenant, 11 ans. c'est des terres où il y a des propriétés privées. Ben En oui, fait, c'est c'est des terres sûr. de la Il y a couronne, plein de mais il y a des, Chinois qui habitent là. il y a des propriétés privées, il y a des individus qui ont euh, un- un- des maisons qui ont été construites sur ces terres-là, qui ont Il y a des centres commerciaux, il y a des un titre de commerces. propriété, tu sais, il y a plein de choses là, qui ont été bâties là. Et là, on reconnaît des droits ancestraux aux Autochtones sur ces terrains-là. Donc, Dans le concret, naturellement, ça veut dire quoi ça? ben, Ils vont dire bye bye tout le monde puis on reprend vos maisons, genre? ben non, non, parce que la tribu a dit qu'il ne voulait pas toucher aux maisons, ne voulait pas d'expropriation, mais il reste néanmoins que là, il y a un conflit pour le titre de propriété, tu sais. Il y a un conflit pour le titre de propriété. Et donc là, ça peut avoir un impact, par exemple, sur la valeur de ta maison. Si toi, tu viens pour renouveler ton hypothèque, puis que là, il y a un conflit sur le titre de propriété, la banque ne veut plus te prêter d'argent parce qu'elle considère que c'est trop à risque. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, tu peux perdre ta propriété. Donc, ça engendre beaucoup d'incertitudes. D'une part, la reconnaissance de titres ancestrales autochtones sur pas des parcelles de territoire où il n'y a rien puis de la grande forêt boréale, là, mais des territoires habités par des gens qui ont des titres de propriété, des maisons qui ont été bâties sur ces titres-là. Donc, Qui c'est inédit, appartenaient c'est à une la première. couronne? C'est ça qui se passait C'est avant? une première. C'est une première au Oui, Canada. Ben, c'est ça. il y a une partie des territoires qui ont été reconnus comme étant des territoires ancestraux Cowichan qui appartiennent à la couronne, mais il y en a d'autres qui appartiennent littéralement à des citoyens privés. Mhm, mhm. Et c'est une première, ça. Si jamais, parce que là, ça a été porté en appel par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, par le gouvernement de la Colombie-Britannique. Si jamais ça fait jurisprudence, attendez-vous à voir des revendications On n'a pas de fini. titres ancestraux autochtones
explosé au Canada. C'est déjà le cas d'ailleurs. C'est déjà le cas. Oui. Il y en a dans d'autres provinces. Donc, on a vu. Excuse-moi, je vais prendre mon article là, juste pour Mais ne pas me j'imagine que tromper. ça a comme donné le goût à d'autres gens de faire la même Pas chose. me tromper de nom, mais tu sais, au Québec, ce qu'on a vu, c'est la nation Kitigan, Zibi, Anishinaabe qui revendique des territoires ancestraux sur une partie du parc de la Gatineau, en fait, à l'ouest de l'Outaouais. Et non seulement ils revendiquent une énorme partie de ce territoire-là, mais en plus, ils réclament 5 milliards de dollars à Hydro-Québec, à l'État du Québec et à la Commission de la capitale nationale à Ottawa. Tu sais, donc, Attends, mais à ça quelle là, fin? Pourquoi ils et, revendiquent cet et argent-là, eux, Hydro-Québec? parce qu'ils considèrent que Hydro-Québec les a exploités tout le long qui étaient sur leur territoire, puis que ça, c'est leur territoire, etc. Et eux, ce qui est OK. particulier, c'est qu'en fait, ils ont lancé cette procédure-là judiciaire à la suite du jugement qui a Jugement. été rendu dans les tribus Cowichan, avec les tribus Cowichan. Et donc, on voit qu'il y a une sorte de momentum chez les peuples autochtones pour des revendications de la sorte. Or, ce que ça fait, c'est que ça attaque littéralement la souveraineté du territoire canadien. T'sais, si on reconnaît qu'il y a des parcelles de territoire un peu partout au pays qui sont détenues par des tribus autochtones et même Ben, tant qu'à ça, potentiellement l'entièreté des des terres droits, appartenait aux Autochtones avant, des là. droits sur le sol, ben, c'est parce qu'il y a des terres, il y a des secteurs où il y a des traités où ils ne pourront pas revendiquer parce que les traités sont respectés. Mais OK, OK. le problème avec ça, c'est que non seulement on peut s'attendre à une pluie de revendications euh, financières, monétaires, comme ils le font, là, la tribu Anishinaabe Québécoise. avec 5 milliards, mais aussi sur des terres, qu'elles soient habitées ou non, et pour la possession du sous-sol. Donc ça peut nuire aussi à toute l'industrie de l'extraction minière, Ouais, qui mais on est est déjà exploité par des compagnies chinoises, je qui dirais est que ça importante pour le PIB, qui est je sais importante pas. pour l'économie. Donc, ça peut créer d'énormes problèmes. Et là, le problème, c'est si ce jugement-là fait jurisprudence, moi, je dis attention, c'est du jamais vu, c'est inédit, et surtout parce que il y a des revendications qui sont faites sur des propriétés privées habitées avec des constructions des maisons. Et là, cette tribu-là, Cowichan en Colombie-Britannique, dit non, nous autres, on ne veut pas s'attaquer aux maisons, mais ça ne sera pas nécessairement toujours le cas. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, il y a les Wallastokwe qui revendiquent 50% du territoire de la province. Puis Ben, ça, c'est sûr que ça va arriver. c'est en cours depuis 2021, cette affaire-là. Ah, quand même, OK. C'est fou, là, tu sais, ça Attends, mais part. j'ai 2 questions. Premièrement, tu dis si ça fait jurisprudence, j'aimerais ça savoir que ça dépend de quoi, parce que moi, je pensais qu'une jurisprudence, c'était dès qu'un jugement était rendu, on considérait que c'était une jurisprudence. Tu peux Ben, commencer, mais je sais pas. il va faire jurisprudence si il est pas révoqué. Parce que là, à l'heure actuelle, oui, il y a un jugement qui a été rendu par une cour de première instance, mais ça Mais a ça été va en porté en appel. appel. Donc, c'est en appel, s'il est révoqué, il ne pourra pas faire Je jurisprudence. comprends. S'il est endossé en appel, ben là, il pourra toujours aller. Pour l'instant, il est comme un peu inapplicable, étant donné que les procédures judiciaires sont encore en cours. Mais ça va OK. pouvoir aller, si c'est endossé en appel, ensuite, ça va pouvoir se rendre à la Cour suprême du Canada. Et ça peut prendre des années. Mais ultimement, si ça fait jurisprudence, Mmh. c'est C'est le début de la moi, fin. c'est délétère, tu sais, parce que là, tu sais, les tribus autochtones sont pas folles non plus, là, ils veulent se faire une pièce, fait que là, ils vont se dire, bon, ben, on va revendiquer tel territoire, on va dire que c'est nos ancêtres qui étaient là, puis on va poursuivre les gouvernements, puis on va se faire 2, 3, 4, 5 milliards, puis on va exploiter les ressources naturelles là-dessus en partenariat avec une entreprise privée, oui, mais tu sais, ça va revenir, tu sais, en fait, à être un territoire autochtone. En même temps, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose que ces territoires-là reviennent? Tu sais, supposons, là, tu dis le parc de la Gatineau, là, bon, il y a pas personne qui habite là, c'est un parc privé, mais qui appartiennent aux Autochtones concrètement, qu'est-ce que ça change? Ben, qu'est-ce que ça change? Ça change qu'il peut y avoir bien des passe-passe. Tu sais, il peut y avoir, Ouais, par parce que c'est exemple, pas là, régi par le gouvernement. on passe d'un Pour des statut passe-passe de normaux. parc protégé où il n'y a pas d'exploitation économique dans le parc à un statut où les Autochtones vont pouvoir chasser sur ces terres-là en permanence, à longueur d'année, sans respecter les lois, par exemple, de l'État du Québec. Ils vont pouvoir Pourquoi? faire de Ils ont le droit de pas respecter les lois? Je veux dire, les lois s'appliquent à tout le monde, non?
Ouais, mais pourtant, on a vu qu'il y avait des tribus Mohawks qui ont rien à voir avec la Gaspésie, qui allaient braconner de l'orignal en Gaspésie et qui s'en tiraient comme ça, hein, parce que le gouvernement Ah, veut pas de chicane avec les Autochtones. OK, Donc, OK. Je comprends. c'est ça. Après ça, il peut y avoir de l'exploitation des ressources naturelles de manière abusive pour l'argent. Mais en fait, si Ils je sont peux me humains, eux permettre, autres on aussi. exploite déjà nos ressources naturelles de manière abusive. On est déjà des caves comme tu sais, juste je pense au documentaire True Story que tu as peut-être vu de Desjardins, Richard Desjardins, qui est vraiment bon, sur toute ben là, c'est les compagnies minières en Abitibi parce que lui, c'est sa région. Il y a beaucoup, tu sais, il a parlé de l'erreur boréale, donc toute la déforestation, les mines. Mais tu vois à quel point des compagnies étrangères viennent faire des trous dans notre cour, puis partent en laissant comme mais un territoire complètement dévasté, pollué. Puis Mhm. bon, on l'a vu encore plus récemment, là, bon, le nom m'échappe, là, c'était pas en Abitibi, justement, encore, en tout cas, à Rouyn-Noranda. Mais il y a vraiment, pour moi, c'est déjà la situation. Fait que je me dis, bon, ben, à la limite, il y a peut-être une chance que ça devienne mieux si c'est des Autochtones qui gèrent, non? En fait, une des grandes richesses du Canada, c'est de l'exploitation de ses ressources naturelles. On est un vaste territoire, tu sais, puis on a le potentiel de se développer économiquement de manière incroyable. Incroyable. On serait capable là, de ne plus payer d'impôts, de ne plus payer de Si on le taxes, puis faisait. d'exploiter nos ressources naturelles à fond la caisse, là, mais je veux dire, dans le respect de l'environnement. Là, mais là, c'est que il y a tellement de, il y a tellement de réglementations à respecter, il y a tellement de, Bureaucratie. de bureaucratie, exactement, tellement de bureaucratie qu'on n'est pas capable de les exploiter adéquatement. Je pense que c'est sur l'uranium ou dans le nord du Québec, là, il était supposé avoir une mine à cette île, puis ils ont mis un moratoire là-dessus. Donc, on empêche notre développement économique. Donc là, ce que ça fait, euh, s'il y a des revendications autochtones sur des parties substantielles du territoire canadien et au Québec aussi, là, nécessairement, ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter une couche de complexité et que ça crée de l'incertitude pour les investisseurs. Donc, à terme, ce qu'on va faire, c'est que nos ressources naturelles vont rester dans le sous-sol. On n'exploitera plus, on pourrait avoir des mines d'or, on pourrait avoir, je ne sais pas moi, du cuivre, on pourrait avoir de l'uranium, on pourrait exploiter la forêt de manière substantiel, puis le faire correctement. Je sais pas, moi, on pourrait exploiter nos ressources naturelles puis être riche en tant que peuple. Mais là, c'est pas le cas. Puis il y a trop de bureaucratie, puis on nuit à notre économie. Puis là, en plus, par-dessus ça, on viendrait rajouter la couche de complexité des revendications ancestrales autochtones où ce serait eux qui, en fait, viendraient gérer ce territoire-là. Donc, puis, mais ça peut toujours se débattre, là, parce que ces gens-là étaient là avant nous, C'est etc. ça. Ils ont certaines. Ils ont un certain droit ancestral sur des terres. C'est pas impossible. Mhm. C'est pas impossible. Est-ce que ça peut être sur la moitié du territoire d'une province? Non, c'est pas raisonnable. C'est C'est ça, ouais. là où on voit qu'il y a de l'abus. En fait, ils s'essayent. Je veux dire, ça paraît évident pour tout le monde. Mais là où, si ce jugement-là fait jurisprudence, là où c'est inédit, en fait, c'est lorsqu'il y a des droits qui sont revendiqués sur des territoires habités, avec des titres de propriété privée, des maisons. On n'a jamais vu ça. On n'a C'est jamais vu fou. ça. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Hein, c'est à prendre avec parcimonie. En même temps, on est Euh, tellement dans une espèce de une ère où on valorise, ben, en fait, on est beaucoup dans la valorisation de la victime, puis là, on victimise tous ces peuples qui ont été bafoués par le terrible homme blanc. Puis bon, mhm. je le dis avec sarcasme, mais je reconnais très, très, très bien il y a eu, ça fait partie de notre histoire. On n'a pas été Malheureusement, les pires hein, au Canada puis au Québec. On n'a vraiment pas été les pires. En non. fait, les peuples autochtones étaient nos alliés. Exact, surtout ben, des Les Français. génocides autochtones, c'est aux États-Unis que ça s'est passé principalement. Absolument, oui, puis il s'agit de lire un peu là-dessus pour comprendre que les Français, justement, se métissaient avec les peuples autochtones, se mariaient, faisaient des enfants, ils embrassaient la culture autochtone. Donc, on était vraiment dans un respect. Non, on n'a pas, à part les Anglais, les autres, c'était une autre paire de manches. Mais, euh, mais c'est ça, je pense qu'on on nous inculque pas, ça revient à la crise identitaire qu'on parlait tantôt, on connaît pas nos origines. Tu sais, de Lorimier, là, les gens savent pas que c'est un badass pirate. Ah non, c'est une rue à Montréal, puis c'est tout, là, tu sais. Mais c'est ça, on nous a pas enseigné notre fierté d'être qui on est. Mais je pense que l'histoire maintenant est un petit peu comme parasitée parce que là, il faut comme tout ordonner aux Autochtones.
faire comme le tapis puis s'excuser d'exister. Mais en même temps, c'est pas si simple, c'est pas si noir et blanc que ça. Je suis pas en train de dire que je suis 100% en désaccord à ce qu'on leur redonne des terres, parce qu'en ce moment, on les a mis sur des réserves dans un coin de salon. Là, on leur a dit, allez vous dans là. Puis là, là, vous payerez pas de taxes. Puis c'est débile ce qu'on leur fait vivre quand même. On les a vraiment, on leur a manqué de respect. On pourrait retrouver un équilibre où ils retrouvent des belles terres, où ils peuvent, oui, chasser si ça fait partie de leur façon de faire dans leur culture, quoique la majorité des Autochtones ne chassent plus. Là, je veux dire, ils ont tous perdu leur culture. Mais je pense que on est conscient quand même que ça ouvre une boîte de Pandore, puis c'est une zone tellement sensible avec des politiques qui tirent tellement d'un côté où on glorifie la victimisation que ça risque d'être des décisions qui vont être plus émotives que rationnelles. Mais je pense en tout cas que ça prend une discussion clairement. Si ça fait 11 ans que c'est en cours, ça se décide pas comme ça. Là. Mais c'est Mais tout tu sais, il qu'un faut jamais dossier. oublier non plus que la loi sur les Indiens, c'est le fédéral qui a fait ça. C'est pas l'État du Québec. Non, Hein? c'est ça. C'est une loi fédérale. Ça a été imposé par Ottawa. Ensuite, tu sais, tout ce qui relève des idéologies de la restitution historique, là, c'est bien beau, mais en fait, c'est passé. C'est derrière nous. Tu sais. Fait que là, soit on essaie de s'entendre, on trouve un terrain d'entente pour la situation actuelle aujourd'hui et ce qui est viable pour tous les partis. Donc, on négocie de gré à gré, mais on ne peut pas redonner la moitié des terres d'une province sur la base de revendications ancestrales autochtones. C'est capoté, ça. Ça se Non, fait c'est pas. ça. C'est C'est assez impossible, en fait. spécial. Ouais, puis ça doit être très insécurisant pour les gens qui habitent tu sais, à Richmond puis qui apprennent ça, là. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Ah, c'est sûr que les gens en Colombie-Britannique, ça ne vise pas la moitié de la province, ça c'est au Nouveau-Brunswick, mais tu sais, les gens à Richmond, à Vancouver, dans la région de Vancouver, je veux dire, c'est une catastrophe pour eux autres, là. C'est une catastrophe. Je veux corriger, c'était pas, je voulais dire d'Iberville, j'ai dit Delormeau, c'était d'Iberville, qui était un corsaire. Si les gens, ça les intéresse, je vous invite vraiment à aller lire là-dessus. C'est super passionnant d'en apprendre plus sur notre histoire, puis c'est pas l'école qui nous l'enseigne. On va finir là-dessus, puis on a quand même réussi à. J'avais dit 20 minutes par sujet, on a été bon, je trouve. On a touché beaucoup de choses. Je te remercie pour ton temps. Merci pour nous avoir informés, Ça fait plaisir, réinformés. Hello. Je suis content de venir à ton micro. J'invite Yes, tout le monde à me suivre sur Indocile Média, sur X, sur Telegram, sur Facebook. Je suis très actif sur X, arrobas oui. Indocile Média, Julien Garon-Carrier. Je publie tous mes articles sur X. Venez faire un tour sur mon site, il y a de l'information en masse. J'ai genre 110 articles décrits en 6 mois. Bravo. Puis Bravo, je publie à c'est peu de près aux 2 l'écriture. jours. C'est des sujets recherchés, en profondeur, puis c'est des trucs qu'on voit pas nécessairement dans les médias de masse aussi. Puis on peut prendre l'abonnement Donc, pour c'est 49 par mois, qui est un prix ouais. tout à fait raisonnable. C'est le même prix que je charge pour ceux qui choisissent de me suivre. C'est très rare que je parle de mon abonnement, mais oui, tu sais, les gens peuvent faire le choix de nous soutenir. Puis non, je comprends, tu sais, on n'est pas toujours capable de donner du contenu exclusif, puis tu sais, des avantages à l'infini, mais tu sais, si vous appréciez le contenu qu'on fait, puis vous êtes conscient que ça prend cette voix-là dans l'espace public au Québec, ce petit 6,49 par mois que vous donnez à Julien ou à moi ou à un autre média que vous allez décider de supporter, ça fait vraiment toute la différence. Donc, je vous invite indocilemedia.com ou encore, je peux même plugger le helloveulsavoir.com aussi. Vous pouvez aller voir pour votre abonnement. Et ben, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci d'être présents. Partagez, ça fait la différence. Je le dis peut-être pas assez souvent, mais vous vous demandez comment nous supporter, vous trouvez que vous payez à gauche, à droite, puis vous voulez peut-être pas forcément vous investir financièrement. Partagez, là, ça fait toute la différence. Ça aide l'algorithme, C'est ça aide vrai. à contrer la censure. On parlait en entrée de cette entrevue-là que oui, il y a une censure au niveau des algorithmes sur X, alors qu'on pensait que c'était le Klondike puis que ça allait être extraordinaire sous Elon Musk. Mhm, C'est pas du tout mhm. ça la situation. On rejoint très, très peu notre audience. Donc, le partage fait vraiment une différence. Si vous jugez l'information pertinente puis vous voulez qu'elle circule, vous pouvez contribuer en la faisant vous-même circuler. Voilà, je finis là-dessus. Merci, Julien. Merci à tous. Puis on se revoit très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Ciao.